Lorsque nous avons parlé de l'animé de façon exhaustive, que ce soit pour l'animation, pour les musiques ou pour les choix éditoriaux, ce sont des choix éditoriaux qui ont mis les petits pas dans les grands. Et tout ça en étant indépendant dans sa façon de diriger. Pas de light novel ni de manga, il faut partir de zéro, et tout ça avec des passionnés. Ça respire la passion dans les planches, jusqu'au dénouement final, qui marque n'importe quel spectateur. Bravo! L'œuvre est réussie. Bon, en vrai, on aurait pu s'arrêter là. Mais on a envie de faire les choses bien et correctement. Il y a un aspect que toute œuvre possède que nous n'avons pas abordé. L'écriture, évidemment. Attendez, on reste des analystes tout de même. Enfin, plus un critique de mon côté. 3 thèmes sortent du lot, et aujourd'hui on a envie de vous faire part de cette expérience via cette vidéo. Attention, deux warnings sont mis en place à partir de maintenant. Le premier étant que nous allons parler de son histoire, donc nous allons spoiler la série. C'est la deuxième partie d'une vidéo, logique. Le deuxième traite d'un sujet sensible qui est un point essentiel apportant un sens à tout ce joyeux bordel. On va parler de suicide. Attention, si vous êtes sensible à certains thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, notamment ceux que vous voyez en haut à droite, on vous mettra de toute façon les timecodes pour éviter ce genre de problème. Je vous invite à quitter la vidéo et à regarder l'avant-goût qu'on a proposé à Recreator, parce que le thème qu'il aborde est un sujet important, malgré que ça soit chaud. Voici le vrai visage de vos séries préférées. Bon, c'est quoi Recreator? On ne va pas reparler de tout ce qu'on a déjà dit dans cette vidéo. On vous invite à revenir sur la vidéo précédente complète sur sa création et son scénario. Allez voir cette vidéo, elle beat comme jamais. On va s'attarder sur son écriture et son message envoyé. Il y a pas mal de choses à dire sur les thèmes abordés dans l'animé, et nous avons remarqué certains thèmes, un peu teasés dans la première partie, avec tout d'abord la métafiction. Avant de partir sur le sujet principal de la série, petit avant-goût de ce que nous n'avons pas traité en commençant par cette question. C'est quoi la métafiction? Parce que oui, on en a parlé du sujet dans la vidéo sans même vous concerter sur la clarté du sujet. Alors pour repartir de zéro, on fait une petite lecture de l'essai. La philosophie et la forme de fiction de William Gass. Là où la philosophie est perçue comme quelque chose qui s'ancre dans le réel avec des courants de pensée qui prend en référence ce que nous percevons, la fiction elle prend un virage à gauche et expose un idéal qui est possible en prenant des idées qui ne s'ancrent pas dans le réel. Nous avons de la fiction qui vient de l'imaginaire qui n'arrivera jamais dans notre réalité, mais qui s'inspire de celle-ci, et il y a des œuvres qui utilisent des artifices qui ne sont pas encore arrivés dans notre réalité, mais qui tendent à arriver un jour ou l'autre. Mais souvent les gens ne disent en aucun cas qu'ils deviendront une réalité. Mais c'est là qu'arrive la troisième strate qui mélange ces deux courants de pensée, la métafiction. Alors, préparez-vous. Ça va être complexe. Le préfixe méta de métafiction signifie qu'il fait référence à lui-même, donc de la fiction qui fait référence à elle-même. Mais comment? Pour que la fiction fasse référence à elle-même, il faut que celle-ci interagisse avec la réalité, et cela sous différentes façons. Soit en brisant le quatrième mur en nous parlant directement comme Malcolm dans la série Malcolm, soit avec des caméos comme Stan Lee dans les films Marvel, lui qui n'est pas un personnage de fiction mais l'auteur de celle-ci, qui rentre dans la fiction qu'il a créée. Soit avec un personnage de fiction qui chante le générique de sa propre fiction. Et il y a plein d'autres façons. La métafiction sert essentiellement à ne pas nous faire oublier qu'on fait face à une œuvre de fiction. Cependant, certaines fictions s'en servent comme moyen de nous faire réfléchir sur celle-ci, sur notre façon de la voir, et même de façon globale de ce qu'est la fiction. Recreator s'interroge sur elle-même en tant qu'animé et aussi en produit de consommation. Bon, alors pour Recreator c'est différent, c'est de la métafiction dans de la fiction. Ouais, c'est compliqué. L'animé ne s'interroge pas seulement sur le produit animé, mais aussi d'autres produits de consommation, comme les mangas, les light novels et les jeux vidéo, ceux qui ont un lien avec, et surtout, japonais. Ce sont des produits de divertissement, c'est de l'amusement. Vous-même, en regardant cette vidéo, vous vous divertissez, certes en réfléchissant à ce que vous regardez, mais pour certains, vous vous posez des questions sur si vous êtes d'accord ou non avec nous. Vous voyez l'interaction avec le spectateur comme la métafiction. Si votre pensée vous bloque dans notre approche et nous offre le privilège de lire ce genre de commentaires, juste parce que nous n'avons pas su vous divertir à vous personnellement sans comprendre entièrement pourquoi notre point de vue n'est pas le vôtre, allez vous faire foutre. Si ces produits nous servent à nous amuser, nous divertir, ça, c'est un point de vue purement objectif sur l'approche de ces produits de consommation. Le divertissement relève de l'inutilité. Mais si nous prenions différents points de vue vis-à-vis de ces produits de consommation, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'avoir une approche capitaliste de la question ne nous permet pas de comprendre pourquoi on consomme de l'inutile. Oublions les statistiques et l'argent et entrons dans le monde de la création afin de comprendre son essence. Nous avons deux niveaux d'appréhension sur la création commerciale et la création indépendante. Alors quand je parle de création commerciale et indépendante, je parle surtout de notre façon de la consommer, car un créateur, que ce soit commercialement ou indépendant, reste un créateur. La différence entre les deux est qu'un créateur commercial en est son métier, ayant un certain professionnalisme, et un créateur indépendant est quelqu'un comme vous, spectateurs, ou nous, des créateurs non professionnels qui créent des choses sans forcément attendre de bénéfices en échange, à part si vous êtes déjà un créateur qui gagne de l'argent avec.
Chanceux. Alors, oui, il y en a qui gagnent de l'argent en étant indépendants, mais le créateur commercial produit des créations à grande échelle et est vraiment là pour faire consommer, comme les magazines de prépublication de mangas, les jeux vidéo ou juste les animés. Genre, il ne faut pas forcément chercher la création car elle est exposée contre notre gré, à la télévision, en librairie, dans des endroits publics dans lesquels nous ne sommes pas maîtres. Bref, l'animé nous montre le Japon rempli de ces produits de consommation. Ils sont présents quotidiennement, c'est-à-dire dans le métro, sur grand écran, sur des buildings, dans nos écrans de téléphone, bref, partout. Ils font partie intégrante de la vie sans qu'on s'en rende compte. Tout part d'une œuvre de fiction qui se transforme en d'autres formes de fiction jusqu'à la création de produits dérivés, d'où la présence constante de l'œuvre. De nos jours, les œuvres de fiction ont pour but de nous faire consommer. Prenons le cas des magazines de prépublication. Les magazines nous proposent toutes sortes de séries et en proposent de nouvelles au détriment d'autres, car si une série n'est pas populaire, on l'arrête pour une nouvelle. C'est d'ailleurs grâce à cette popularité que certaines œuvres sont adaptées dans un autre format et qu'il y a des produits dérivés. Et c'est ce genre d'œuvre qu'on retrouve les personnages fictifs dans le monde de Recreators transportés dans le vrai monde de l'anime. Ce sont des personnages connus dans tout le Japon. Ils ont un système de pouvoir généré par la foi des consommateurs. Ça fait un peu religion, mais c'est vrai. C'est le consommateur qui décide si le personnage peut accéder au pouvoir suggéré par son auteur. C'est pour ça que l'auteur ne peut pas changer le personnage juste en l'écrivant et en l'illustrant. On voit l'importance qu'apporte le consommateur à une création, car s'il n'y a personne pour consommer, la création n'existe pas et reste seulement l'imagination de son créateur. Par exemple, si vous dessinez un truc dans votre coin et que vous ne le montrez à personne, celui-ci n'a donc aucune valeur car il n'est pas exposé aux autres. Pour prouver que quelque chose existe, il faut la montrer. Il faut atteindre un certain seuil de popularité pour que la création s'ancre dans la vie quotidienne, obtenant un certain pouvoir. Celle de faire apparaître les personnages dans le vrai monde, mais aussi pouvoir modifier ceux-ci grâce à la foi des consommateurs et quel que soit l'état du créateur, qu'il soit vivant ou mort, comme le cas de Meteora. On parle deux fois du consommateur, mais quel est le point de vue du consommateur vis-à-vis des œuvres de fiction et de ses personnages? Sota nous le dit lorsqu'il est face à Alistaria. L'héroïne que représente Alistaria est un exemple à suivre. Certes, elle fait des mauvais choix, mais sa personnalité de guerrière qui n'abandonne jamais influence le spectateur à faire de même dans le monde réel, et même les erreurs qu'elle commet l'évitent de faire de même. L'œuvre dans laquelle est Alistaria sert de morale au consommateur. Ce n'est plus de l'inutilité qui sert seulement à nous divertir, mais c'est aussi un moyen d'apprendre et de se questionner sur soi-même et le monde à travers l'œuvre de fiction. Et cela de façon générale. Il n'y a pas que l'œuvre dans laquelle est Alistaria, mais les autres aussi. C'est bien d'avoir le point de vue des consommateurs, mais qu'en est-il des personnes concernées? Qu'en pensent les personnages fictifs de leur histoire mise en scène face au monde entier dicté par son auteur? Bah, c'est quand même désagréable. Désolé, mais si toute ma vie est exposée au monde sans que je le sache, j'aurais envie de mourir. The Truman Show concrètement. Certains personnages acceptent rapidement, en même temps qu'est-ce que tu peux en faire de ça. D'autres s'en battent royalement les couilles, et une autre partie, surtout ceux qui s'allient avec Altaïr, vont essayer de modifier leur histoire en forçant leur dieu, comme ils les appellent, de sauver leur monde ou quelqu'un. Les personnages, de leur point de vue au moment de la découverte de leur vraie existence, n'existent seulement pour divertir les consommateurs. S'ils souffrent, c'est pour les amuser. Imaginez que votre existence est destinée qu'à divertir le monde et rien d'autre, et que votre destin est déjà écrit à l'avance, que vous n'avez aucun libre arbitre. C'est ce que les personnages pensent. Mais comme dit précédemment, les consommateurs ne considèrent pas leur être comme seulement du divertissement, mais aussi un moyen d'apprentissage. Attendez, je crois qu'on a oublié une personne concernée par tout ça. Qu'est-ce que la création du point de vue du créateur? Voir le personnage que tu as imaginé devant toi en chair et en os est un rêve devenu réalité. Bon, mis à part ça, un créateur ne voit en aucun cas sa création comme un simple produit de consommation à divertir les foules. Alors, il y a plusieurs points de vue sur pourquoi il crée. Il y en a qui créent pour faire passer un message à travers sa création, d'autres afin d'assouvir ses fantasmes, d'autres veulent transcrire l'idéal qu'ils veulent devenir, et d'autres créent pour la création. Une histoire existe car elle existe. Plusieurs raisons, mais abordées de la même manière. Ils créent en y mettant toute leur âme. Leur création est aussi précieuse qu'un enfant. C'est en quelque sorte leur enfant. On le voit dans l'anime que quand un personnage disparaît, leur créateur est en larmes, alors que ce ne sont que des personnages de fiction. Et même quand un personnage est blessé, son créateur veut le protéger de toute son âme et ne veut pas qu'il meure. Ils les connaissent par cœur, savent tous d'eux, mais n'est pas en maîtrise de leur destin. En effet, ils écrivent leur histoire, mais n'écrivent pas tout à l'avance. Un événement se passe, l'auteur s'adapte à cet événement en pensant le personnage, de ce qu'il ferait à ce moment-là. L'auteur crée les personnages et raconte l'histoire. Il ne crée pas l'histoire. Si l'auteur écrivait tout sur le personnage, son destin, ses gestes, ses sentiments et tout, eh bien les personnages n'auraient aucun libre arbitre dans le vrai monde, et que son auteur pourrait le contrôler en écrivant ses actions comme dans un Death Note. Le créateur de Magan ne serait pas mort par sa création sinon. D'ailleurs, le fait que les personnages se développent aussi dans l'autre monde, au lieu de garder les mêmes caractéristiques d'avant de changer de monde, en est une preuve que l'auteur ne pense pas l'histoire, mais le personnage. Sinon, ces caractéristiques resteraient figées. En bref, le créateur est le père ou la mère de sa création. Si nous résumons, la création existe grâce à son créateur.
mais son créateur ne peut pas faire exister sa création sans l'exposer au consommateur, le fou la poule, et que la création n'est pas qu'un simple produit de consommation à nous divertir, mais plus que ça, et cela suivant le point de vue. Ça, c'est sur la création commerciale réussite. Mais ça marche comment pour la création indépendante? La création indépendante est un sujet très particulier. Vous pouvez avoir le meilleur et le pire, mais repartons de zéro. Là où nous voyons les créations de ce style, comme on dit précédemment, ce genre de création ne répond qu'à un seul but précis, qu'à être consommé. La philosophie est encore plus fine quand on pense par rapport à ce sujet. Comment sont vus les personnages? Ne sont-ils pas des bouts de viande que nous consommons rien que pour nous divertir? Je grossis le trait, mais sachez que c'est à ça que je pense quand je joue à un jeu. C'est là qu'apparaît la scène indépendante, non influencée par les actionnaires, demandant à chaque fois l'impossible au créateur. Ce qui vous conviendrait est un vrai frein à la création. Si à chaque fois l'éditeur ou bien les actionnaires demandent des choses et censurent cette même création qui lui a plu. Regardez tout simplement Sphex Family, qui est truffé de défauts. Dans l'optique de comprendre comment marche cette scène, on va prendre deux cas similaires dans le fonctionnement mais au dénouement bien différent. Le cas de Sota vient de sa façon de percevoir le monde au travers de son écran et de son stylet. Il souhaite devenir un dessinateur mais vient à lui un syndrome qui touche nous les créateurs de contenu, celui de la page blanche. Souvent par manque d'inspiration mais surtout par désir de subvenir à vos désirs, dans lequel on reviendra. Sota, c'est le créateur coincé par ce syndrome cherchant un moyen d'en sortir, en cherchant une idée qui pourrait se transformer en possibilité, puis en histoire. Mais rien ne vient. Plus radical comme analyse, Sota, c'est l'incarnation de nous-mêmes, enfermé dans un monde dur et exigeant dans sa demande, impardonnable si on ne se daigne pas à les respecter. Sota le sait et il en a peur. Peur de décevoir, mais surtout peur de ne pas être à la hauteur de ses congénères. Il présente le frein que nous avons tous actionné au préalable au vu de prévoir un crash prévisible à des kilomètres. Bien qu'il soit réservé, voire trop réservé, il idéalise et veut persévérer et veut réussir. Une force qui fait de lui un avancement essentiel dans son écriture. Un luxe que très peu ne peuvent se l'accorder, car contrairement à certains, il a du temps. Il peut voir où ça a foiré, où ce fut un succès, où les gens étaient unanimes sur son ascension. Une inspiration dont il peut faire preuve et se démarquer, car quoi de mieux que de transcrire une bonne image. Ça me fait vraiment penser à Père Chabri qui essaie de se rattraper. Mais si vous avez suivi ce que je vous ai dit, eh bien il peut percevoir son œuvre comme un objet de consommation, et plus comme une œuvre dont il est fier. Du coup, comment on sort de cette frontière? On reviendra sur cette question. Ce qu'il faut retenir de ce personnage, c'est son écriture. Il n'est pas perçu comme un héros épique, mais comme un personnage lambda, que nous pouvons l'être dans l'apparence. Faible et impuissant, ne pouvons aider que intellectuellement. Et c'est dans ce cas de figure qu'il comprend qu'il n'est pas qu'un simple personnage random, car sans le savoir, il connaît le créateur, ou bien plutôt la créatrice d'Altaïr. À partir de maintenant, on vous envoie directement via ce timecode pour éviter tout problème là-dessus. Je vous préviens, c'est pas un sujet qui sera facile à aborder. On a mis beaucoup de temps pour l'écriture de cette vidéo, notamment pour ce cas de figure, et on n'avait pas trop envie de passer à côté, parce que malheureusement c'est un sujet qui est important, une double écriture parmi cette écriture, et malheureusement on est obligé de passer par là. Sota est comme nous, une personne envieuse qui désire être comme ses créateurs, aimer, aduler et avoir la notoriété. C'est normal de vouloir être comme ça, mais aussi je suis passé par là. Il y a 7 ans, je pensais la même chose. Aujourd'hui, c'est différent. Les mentalités changent et ne s'arrêtera pas de changer afin d'évoluer. Par contre, il y a une chose que Sota ne pourra pas rattraper. Son erreur avec Setsuna. Setsuna est l'une des artistes de son temps à avoir du talent. Un talent dont elle est reconnue et qu'elle fait profiter à tout le monde. C'est à ce moment qu'elle fait la rencontre assez tôt de Sota, un jeune indépendant qui lui aussi veut se lancer dans... J'étais vraiment parti pour refaire la présentation. La relation se passant bien, elle lui révèle ses passions, ses mangas préférés et ses personnages préférés. Je dois vraiment préciser l'importance que je viens de dire? Sauf que tout bascule un jour. Les compliments se transforment en insultes, en remarques, une vague de harcèlement menée par un simple commentaire, dans lequel je le rappelle, mais rien n'est vraiment mérité. Surtout pour une adolescente qui n'a rien fait d'horrible. Mais on ne vous le dira jamais assez. Internet n'est pas votre ami. Les remarques sont dégradantes, parviennent à atteindre la personne qu'est Setsuna, qui se sent isolée, cherchant à se faire petite à cet acharnement. En vain. Jusqu'à demander l'aide de Sota, sans réponse. C'est là que sort le vrai visage de Sota, que l'on considérait comme un personnage principal. Enivré par sa jalousie, Sota n'a pas répondu à son appel de détresse, la condamnant à un silence de mort. Ce qui, vous l'aurez compris, l'a mené à son acte, que l'on visualise depuis le début de la série. Maintenant, une question se pose. Quel est le rapport entre Setsuna et le multivers qu'Altaïr a créé? En vrai, je suis pas obligé de le faire vu comment c'est évident. Comme vu précédemment, Setsuna est la créatrice d'Altaïr, et la plupart de ses souvenirs ont été partagés par sa création. Ses passions, ses plaisirs, et surtout ses amours. C'est pour ça la réaction d'Altaïr à la vue de Sota. La présence des personnes que Setsuna a aimées. Tout est fait pour que le souhait de Setsuna soit réalisé. Qu'elle puisse faire vivre ses créations avec les œuvres dont elle aime. Là où Sota est envieux envers les personnes qui l'entourent, mais qui possèdent le syndrome de la page blanche,
Setsuna, elle, a atteint son rêve. Travailler avec les œuvres qu'elle chérit. Une écriture cachée, mais qui montre un sérieux malgré la non-présence de cette dernière. Et ça montre l'importance d'Altaïr dans son histoire. Altaïr marque une sous-branche de la métafiction, qui apporte une nouvelle pensée. Et si les personnages que nous créons peuvent exister. Parce qu'il y en a des œuvres de fiction dans lesquelles la réalité vient dans les fictions, mais dans l'autre sens. Une idée qui s'ancre dans la réalité avec des éléments, pouvant nous questionner sur comment nous pouvons entrevoir notre idéal des personnages et des héros. Pouvons-nous l'incarner ou le devenir? C'est cette barrière qu'essaie de répondre cette œuvre en proposant sa vision. Cette vision peut aussi être apportée d'un côté du personnage. Quel personnage ne se demande pas si tout cela n'était en fait prévu par un dieu qui n'est autre que le créateur de la série, jouant ainsi avec la réalité. C'est une des sensations qu'apporte le théâtre. On sait que nous sommes dans une histoire, dans une fiction, mais dans les monologues, où ils sont censés se parler à eux-mêmes, ne s'adresseraient-ils pas à nous? Recreators nous montre ce qu'est la création de manière générale, que ce soit commerciale ou indépendante. Il en retire de la passion, mais aussi montre la difficulté que cela représente d'être un créateur. Les personnes qui permettent d'affirmer l'existence d'une création n'est autre que nous, consommateurs. Nous sommes les juges de ce monde de la création. Nous pouvons être source d'encouragement, mais aussi source de découragement. Voici le monde splendide et incroyable, mais cruel et difficile auquel nous vouons tous une admiration, celui de la création. Qui sait, peut-être que cela nous concerne aussi. Je vous rassure que nous ne sommes pas des vendus. Mais cela rappelle que nous sommes dépendants de vous. C'est vous qui donnez le pouvoir de dire si oui ou non ce qu'on a fait est bien. Votre temps est précieux, donc ne vous laissez pas avoir par ces mecs qui font du bénéfice sur ça. On ne donnera pas de nom. Recreators est un super animé à regarder. L'intrigue est prenante et passe dans les travers de la création, ce qui rend l'animé très intéressant. Je vous invite à le regarder si vous voulez quelque chose qui vous fait réfléchir. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-nous sur les réseaux, c'est en description. La prochaine vidéo traitera d'un animé qui a fait autant de bruit, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur Disney+. Alors activez bien la cloche pour ne pas rater cette occasion. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Nelive. Et Macrage, ciao.